Merci pour l'invitation. Donc, je suis Luigi D'Andrea, secrétaire de l'Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique. Ça fait environ une vingtaine d'années que je suis ce dossier de près. Je suis aussi agriculteur, arboriculteur sur une micro-ferme de 4 hectares ici dans le canton de Neuchâtel où on produit des fruits et des légumes. Donc, je vais commencer ma présentation. Je vais enlever ma petite vidéo de manière à ce que vous puissiez suivre mieux la présentation. Donc, on m'a demandé de parler aujourd'hui d'une manière générale des OGM, mais de l'agriculture pour lesquelles ils ont été en quelque sorte fabriqués et quel type d'agriculture ils promeuvent. On m'a aussi demandé de rappeler en bref la réalité, donc après 25 ans de culture, puisqu'on a toujours une partie qui est, on va dire, dans l'imaginaire et puis une partie de faits concrets. C'est toujours intéressant de rappeler les faits, parce qu'en agriculture, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on peut faire et puis pas ce qu'on prétend qu'on puisse faire. Ensuite, on va parler d'innovation, puisque les modèles d'innovation conduisent aussi à des modèles sociaux et à des modèles agricoles. Donc, on verra deux types différents d'innovation qui mènent en quelque sorte à deux types de mondes différents, en tout cas de mondes agricoles différents. Je parlerai brièvement d'agriculture et de carbone, puisque, comme on l'a vu, l'agriculture contribue de manière importante au changement climatique. Et puis, je parlerai brièvement de quelques solutions qui pourraient être envisagées. Donc, les OGM, d'une manière générale, ont été créés et pensés pour aider les agriculteurs à s'insérer, donc comme on l'a déjà répété, dans un schéma agricole productiviste ou hyper-productiviste, dans un schéma d'agriculture industrielle qui a commencé bien avant les OGM, qui a commencé depuis l'après-guerre, la révolution verte dans les années 70. Cette révolution verte qui est basée, comme vous le savez, sur une standardisation des filières, une mécanisation de l'agriculture, une standardisation donc des agroécosystèmes, une simplification de ces agroécosystèmes en diversité ou en structure. Les agroécosystèmes ont été aussi agrandis, donc l'idée c'était de faire ce qu'on appelle en agriculture des économies d'échelle. Donc les OGM devaient aider les agriculteurs, si on veut bien, à gérer encore plus facilement la question des ravageurs, la question de l'utilisation des pesticides. Elle devait aussi permettre de réaliser encore plus d'économies d'échelle et donc, entre guillemets, de rendre plus riches les agriculteurs. Donc, on peut dire que la révolution biotechnologique depuis les années 2000 est une super révolution verte. Donc, ce qui compte de comprendre, c'est les promesses donc, qui ont été faites à l'époque. Donc, on nous promettait toute une série de traits agronomiques, une série d'innovations qui allaient permettre d'améliorer la transformation des aliments, même de produire certains produits pharmaceutiques ou d'autres composés utiles à l'industrie. En réalité, eh bien, après 25 ans, on a uniquement deux traits donc, qui ont été introduits dans les plantes. C'est des herbicides, des tolérances aux herbicides et les traits BT, donc la production de toxines insecticides. Ceci, pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que le génome est compliqué, la régulation des gènes est compliquée, nos connaissances génétiques sont assez rudimentaires et il s'est avéré compliqué de transformer des organismes de manière à ce qu'ils fonctionnent en champ dans les agroécosystèmes. Donc, je vais brièvement ici donc, rappeler les différences entre la réalité et puis l'imaginaire, puisque l'imaginaire est utilisé pour justifier l'adoption d'une technologie ou pour la promouvoir. Hein. Sur les questions des nouvelles techniques de génie génétique, on peut voir que l'imaginaire elle-même que celui qui était proposé donc, il y a 20 ans, c'est-à-dire résoudre la plupart des problèmes auxquels sont confrontées aujourd'hui les sociétés.
on a vu que dans les faits, eh bien, malheureusement, le génie génétique n'a pas pu amener de solutions concrètes. Au contraire, on a accentué les problèmes qu'on connaissait déjà dans la révolution verte. Donc, d'une manière générale, 25 ans de culture d'OGM ont amené plus de pesticides, des semences plus chères et plus d'endettement chez les paysans. Donc, on va voir ça en détail. Ici, par exemple, un graphique qui montre l'évolution du prix des semences. Donc, en 2000, le brevet sur le glyphosate est tombé. On a eu toute une série de génériques qui sont arrivés sur le marché, mais l'industrie a de manière assez habile constitué un paquet technologique entre semences génétiquement modifiées et herbicides qui va avec. Et on peut voir que depuis lors, le prix des semences a continuellement augmenté. Ici, on peut voir que malgré le fait que le prix payé aux agriculteurs, par exemple pour du soja, augmente, eh bien, les graines, elles aussi, augmentent, alors que les traits dans les graines n'ont pas spécialement évolué. Ceci pourquoi? Bien parce qu'on a mis en place un système dont le but est de capturer la richesse produite. Le but, ce n'est pas que l'agriculteur devienne plus riche, c'est de capturer la richesse qui est produite par le système agricole. Pourquoi est-ce que les graines peuvent augmenter de prix comme ça de manière constante? Eh bien, simplement parce que les OGM, c'est une innovation qui est structurée aujourd'hui autour de grandes firmes et il n'y a pas vraiment de raison que ça change dans l'avenir. Donc, les grandes firmes, qui étaient la plupart des entreprises chimiques, qui ont vu un débouché dans les années 80, lorsqu'on a instauré des brevets sur des outils de biologie moléculaire, mais aussi sur les variétés, ces entreprises ont commencé de racheter de manière intensive les petites et moyennes entreprises qui produisaient des semences conventionnelles, avec pour effet d'avoir un monopole sur le prix et aussi de faire disparaître du catalogue des semences un certain nombre de semences conventionnelles et de contraindre les agriculteurs à adopter le modèle qui était proposé. Cette concentration continue, continue son évolution, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est tous au courant des fusions-acquisitions qui se passent dans ce domaine. Ceci pose un certain nombre de problèmes, en tout cas en termes de sécurité alimentaire, et puis aussi de souveraineté alimentaire, d'autonomie dans les communautés paysannes et pour le monde rural en général. On a parlé de l'augmentation des quantités utilisées d'herbicides pour une raison assez simple, c'est une raison qui avait déjà été mise en avant lors du début de la culture des OGM par des scientifiques et écologues, c'est-à-dire que quand on utilise dans un agrosystème une variété avec un seul herbicide, eh bien, on va produire simplement des plantes herbicides tolérantes. Et donc, on devra augmenter les doses et augmenter le nombre d'applications. C'est ce qui fait que la quantité a augmenté. Cette quantité a aussi augmenté parce que le nombre d'hectares de soja, par exemple, transgénique, a augmenté. On aurait le même type de graphique si on utilisait une plante qui était résistante à un pathogène, à un ravageur, puisque les ravageurs évoluent et s'adaptent. Et ce qu'on a créé avec ces systèmes-là, c'est des ravageurs qui s'adaptent de plus en plus vite et qui deviennent de plus en plus résistants. On a aussi une augmentation de la dette écologique, puisque la plupart de l'agriculture industrielle a pour but de générer des cultures qui sont exportées, ce qu'on appelle des cash crops, et puis c'est une agriculture que j'appelle moi extractive ou minière, c'est-à-dire que quand on exporte un grain de soja, toute une quantité de nutriments qui sont contenus dans le grain. Et ici, on peut voir un graphique qui montre l'évolution de la perte des nutriments dans les sols qui étaient les sols très fertiles de la Pampa argentine. Donc, un des postulats du génie génétique est que c'est la génétique, on va dire, qui est le facteur qui limite la production chez les agriculteurs. Ici, il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas produire plus avec moins. C'est les écosystèmes qui produisent et que ces systèmes, lorsqu'ils sont cultivés de manière intensive, eh bien, s'appauvrissent d'une manière générale. Donc, en plus de 25 ans d'agriculture ultra intensive, on a généré une dette écologique sans précédent.
Ici, un mot sur les protéines BT, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. On voit l'évolution de la concentration des protéines BT depuis le premier maïs BT11 jusqu'au fleuron de la technologie, les maïs qui concentrent plusieurs gènes BT. On voit que la production à l'acre a considérablement augmenté. Donc, il faut dire que les protéines BT qui sont produites par les plantes transgéniques sont des protéines qui sont activées, donc qui ont un spectre d'activité beaucoup plus important. La protéine naturelle, elle, nécessite d'être activée par le ravageur. De plus, c'est une protéine qui est produite à l'intérieur de la plante, donc qui n'est pas dégradable aux UV comme la protéine naturelle. Ici, c'est une comparaison, donc la production de BT par les organismes du sol et la production de protéines BT par du coton ou du maïs. Donc le coton produit jusqu'à 4000 fois plus de BT que les bactéries du sol et le maïs jusqu'à 16 000 fois plus. Ceci a donc engendré des problèmes et des expositions des agro-écosystèmes, une exposition donc beaucoup plus grande d'un point de vue spatial, mais aussi temporel, avec tous les problèmes qui sont liés à l'exposition des organismes non cibles. En ce qui concerne les rendements, eh bien, on a souvent dit que les OGM augmentaient les rendements. Ici, vous avez deux graphiques qui montrent l'évolution des rendements pour le soja et pour le maïs, donc aux États-Unis qui utilisent des OGM et en Europe qui n'en utilisent pas. Et vous voyez que l'évolution des rendements est similaire. Donc, ceci m'amène à parler d'innovation, c'est-à-dire que les modèles innovatifs vont amener un certain modèle agricole. Donc, on va demander de comparer bien, le génie génétique à l'agroécologie, et puis ces deux modèles proviennent d'un modèle innovatif qui est complètement différent. Donc, premièrement, on a un modèle innovatif top-down, donc où on a un fournisseur de solutions et des utilisateurs des solutions qui achètent donc la solution. En général, on a assez peu de liens entre ces deux mondes. On a un autre modèle innovatif qui est celui qui correspond à l'agroécologie, qui est le modèle bottom-up, où on a plutôt un modèle d'innovation qui est collaboratif et qui est basé sur la diversité des acteurs. Donc, les utilisateurs sont aussi les innovateurs et peuvent travailler avec des entreprises, mais en étroite collaboration pour mettre en évidence une solution qui serait intéressante. Donc, pour imager en quelque sorte eh bien, ces différents modèles, j'ai ici pris pour l'innovation top-down un soja herbicide tolérante, et puis pour l'innovation bottom-up, la technique push-pull qui est utilisée en Afrique en agroécologie. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette technique push-pull, eh bien, il s'agit simplement d'une culture de maïs pour laquelle on avait un problème de ravageurs. On a étudié intensivement ces agrosystèmes pendant plus d'une dizaine d'années, les différents organismes, pour arriver à cette solution. Et donc, la solution, c'est qu'on cultive une plante en bas du maïs qui résout le problème des mauvaises herbes et qui, en même temps, fait fuir le ravageur. Donc, c'est la partie push du système. La partie pull, quant à elle, est constituée d'une plante qui attire le ravageur à l'extérieur de la culture et puis qui peut être utilisé aussi comme fourrage. Donc, en ayant ces deux exemples en tête, on voit ici la différence en fait dans le modèle innovatif. Donc, le modèle innovatif top-down, un modèle innovatif qui est capital intensif, donc il faut énormément d'argent pour créer une variété génétiquement modifiée, plus ou moins 14 millions. Les solutions qui sont donc générées dans ce modèle d'innovation top-down sont des solutions qui sont standardisées, puisque le but, c'est de les cultiver partout sur la planète, on va dire. C'est des solutions qui sont centralisées chez un seul fournisseur de solutions, et puis qui ont une durée de vie assez courte, en général. Une plante qui est résistante, qui produit une toxine insecticide BT, eh bien, lorsque le ravageur s'est adapté,
eh bien, cette plante n'est plus valable, elle doit être modifiée. Et en général, le marché donc, privatise la connaissance au travers des brevets pour assurer un retour sur investissement donc, aux entreprises qui le produisent. La recherche est réalisée souvent donc, par des chercheurs, souvent par des généticiens qui sont quand même pas toujours tout à fait conscients de la réalité du monde agricole et des besoins, on va dire, du monde rural. L'innovation plutôt bottom-up, donc agroécologique, c'est plutôt des stratégies qui sont pauvres en capital, qui sont adaptées, on va dire, localement, puisque le but, c'est de trouver des solutions pour chacun. Elles sont intégratives des savoirs, des connaissances, puisque les utilisateurs sont aussi des innovateurs. Et puis, c'est des solutions qui sont basées d'une manière générale sur les connaissances. Elles ne sont pas forcément techniques et elles sont simples à mettre en œuvre de préférence. Les connaissances qui sont produites, quant à elles, sont open source, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées par tout le monde. Et puis, d'un point de vue de la recherche, eh bien, on a des scientifiques et des paysans qui travaillent ensemble pour développer les modèles et pour les tester. Donc, en ce qui nous concerne, on considère que le génie génétique, de par les faits, c'est-à-dire après plus de 30 ans d'innovation, est un modèle innovatif correspond d'un modèle innovatif qui n'est pas vraiment à même de fournir les solutions nécessaires au changement de paradigme agricole qui est demandé pas par nous, mais qui est demandé par toute une série d'experts sur les questions agricoles dans le monde. Donc ici, je vais parler brièvement d'agriculture et de carbone, brièvement parce que Sophie est déjà venue sur le sujet tout à l'heure. Les estimations varient en fonction de qui les donne, mais on va prendre l'estimation du GIEC qui considère que l'agriculture est responsable d'environ 40% d'émissions des gaz à effet de serre. Une grande partie de ces émissions est liée à la déforestation. Donc, c'est quelques exemples que je prends, on pourrait aller beaucoup plus dans les détails. Mais si on regarde d'une manière générale la déforestation, à quoi elle est due, eh bien aujourd'hui, elle est due donc à la culture d'OGM pour la production de fourrage pour l'élevage industriel. Élevage industriel, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est responsable d'une grande partie des gaz à effet de serre sur la planète, et aussi la déforestation est due à un certain nombre de monocultures diverses. Donc si on abandonne en quelque sorte ces cultures d'OGM, eh bien, on réduit par là même la déforestation. Pour l'exemple du carbone, mais qui est lié donc aux moyens de production, parce qu'une partie quand même des gaz à effet de serre est liée aux moyens de production. Je donnerai cet exemple du maïs plus pour le soumettre à discussion qu'en lien direct avec le génie génétique. Donc ici, on a, pour produire une tonne de maïs de manière conventionnelle, donc sur 1000 m², aujourd'hui, il faut un baril de pétrole. Ce qui équivaut, donc le baril de pétrole, c'est pour produire les intrants, donc engrais, pesticides, pour faire fonctionner les tracteurs et les machines qui récoltent. Le baril de pétrole, dans son équivalent énergétique, représente 25 000 heures de travail, c'est-à-dire 14 personnes qui travaillent chez nous pendant un an. Aujourd'hui, enfin, quand j'ai fait l'exposé, le baril de pétrole valait 57 $. Donc, si on met en rapport les heures de travail et donc qui valent quand même un certain prix chez nous, eh bien, on se rend compte que le travail de récolte, donc de 1000 m² de maïs, équivaut à 375 000 francs. Donc, vous voyez tout de suite par ce chiffre que cette agriculture, ce type d'agriculture est constamment en faillite. Donc, on a un grand problème parce que l'agriculture, d'une manière générale, devrait être une productrice nette d'énergie. C'est-à-dire qu'elle sert à produire la nourriture. Aujourd'hui, on utilise 7 calories pour en produire une seule. Si, par exemple,
on regarde la culture du maïs au Mexique de manière traditionnelle. Pour produire la même quantité, donc 1 tonne, il faut 3% de l'énergie qui a été citée précédemment. Donc 0,4 personnes qui travaillent pendant un an. Donc avec ça, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien qu'on a une déconnexion donc, de l'agriculture et de sa fonction première de produire de l'énergie et une productivité énergétique qui a plongé, mais une productivité du travail qui a fortement augmenté. Et c'est cette productivité du travail qui a permis d'énormément produire, mais de faire chuter le prix des matières agricoles de 60% pendant le siècle passé. Et ceci pose quand même un certain nombre de problèmes donc, aux agriculteurs qui, aujourd'hui, cultivent en dessous des prix de production. Bien sûr, ça rapporte à l'industrie qui peut s'approvisionner en matières premières très bon marché, les transformer et les revendre assez cher aux consommateurs. On a donc aussi un système qui est biaisé entre fabrication des prix et mise en concurrence. C'est-à-dire que les agriculteurs qui peuvent s'acheter des barils de pétrole sont beaucoup plus performants que, évidemment, les agriculteurs qui ne peuvent pas s'en acheter. Et la différence de performance, c'est qu'en achetant un baril de pétrole, on s'économise les 25 000 heures de travail. Donc, ce modèle agricole génère une dette écologique, on l'a dit, mais génère aussi une dette sociale, c'est-à-dire qu'on creuse de plus en plus le fossé des revenus entre producteurs riches et pauvres, et on a de ce fait une agriculture qui est en faillite constante d'un point de vue énergétique. Et ça, c'est un problème qu'on devra résoudre dans les prochaines décennies. Et nous pensons que le génie génétique ne va pas aider à résoudre ce problème-là parce qu'il va continuer de promouvoir un faux système agricole. Donc les solutions, c'est de continuer avec un modèle innovatif qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, à pousser l'agriculture encore de manière plus extrême dans un système industriel. Ici, on a une image de drone. Donc l'agriculture 2.0 ou 3.0, où l'agriculteur aura encore moins de contact avec la terre, fera de l'agriculture dans son bureau à travers Internet par des données qui seront livrées par l'industrie. Et puis ça, nous pensons que ça va nous amener directement dans le mur dans les prochaines décennies. On a, ici je donne un exemple de ce qui est proposé, par exemple pour ce système, donc au-delà du drone, pour reparler d'édition génomique, on propose de manière assez sérieuse une vache Holstein qui est modifiée pour présenter des taches plus claires. Donc évidemment, elle va moins accumuler la chaleur et va pouvoir continuer de produire du lait dans un environnement plus chaud puisque la chaleur diminue la production du lait. Donc ça, c'est, si on veut bien, une des propositions qui vient des partisans du génie génétique pour résoudre le problème. Mais évidemment qu'on ne résout pas le problème du changement climatique avec ça. On résout uniquement un symptôme du changement plutôt que de s'attaquer à la vraie cause du problème qui est ailleurs. Donc ce qu'il nous faut, c'est donc un changement de paradigme assez conséquent et assez rapide. Et pour cela, il y a différentes propositions qui sont faites. Ici, j'en mets qu'une seule, mais qui est celle, par exemple, du ministère de l'Agriculture français, qui est sa règle des 0,4%. C'est-à-dire que si on augmente de 0,4% la quantité de carbone contenue dans les sols, donc intégrer la matière organique dans les sols, on peut stopper de manière assez simple l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il faut savoir que l'équilibre pré-industriel entre l'air et le sol consistait en 1 tonne de carbone dans l'atmosphère pour 2 tonnes de carbone qui étaient dans le sol. Et ce système industriel, l'agriculture qui utilise donc, par exemple beaucoup d'engrais ou beaucoup de travail du sol, minéralise énormément la matière organique qui repart dans l'atmosphère. En plus de repartir dans l'atmosphère, évidemment, on a des sols moins fertiles puisque la matière organique est ce qui permet de stocker
l'eau, mais aussi les nutriments dans le sol, et engendre évidemment, encore une fois, une boucle de rétroaction négative où on a besoin de plus d'engrais, etc., etc. Donc, avec un changement assez radical quand même des pratiques agricoles, on arriverait à produire en refroidissant la planète. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'une manière générale, il faut désindustrialiser les filières alimentaires, ce qui veut dire remettre l'agriculteur au centre du système alimentaire, mais aussi du système de production. On doit bio-intensifier, ça veut dire qu'on doit produire plus de diversité, mais moins d'une seule chose, sur des systèmes agroécologiques qui sont extrêmement productifs à l'hectare, mais qui évidemment se prêtent mal à la rationalisation, à la standardisation, puis aux économies d'échelle. On doit réintégrer donc la diversité culturelle et génétique. Donc, ce qui est aussi proposé, c'est de réintégrer de la diversité génétique par génie génétique. C'est un peu quand même absurde puisque le système industriel est lui responsable de plus de 80% de la perte de la biodiversité cultivée. Donc, il n'y a qu'une seule façon de générer de la diversité qui est adaptée à un environnement, et bien c'est de la cultiver. Et puis, le système proposé n'est pas du tout optimal pour cela, puisque le système industriel n'a pas pour objectif de s'adapter à l'environnement, mais plutôt d'adapter l'environnement aux solutions techniques proposées. Donc, on est un peu dans un modèle inverse. On peut intégrer les arbres dans les systèmes de production, les arbres qui produisent énormément de matière organique, qui la stockent et qui permettent aussi de régulariser les systèmes de production d'eau, en tout cas par évapotranspiration. On a aussi la possibilité de diversifier les structures et d'aménager les environnements pour ralentir et conserver l'énergie et les éléments. C'est ce que propose la permaculture. Ici, vous avez une photo, donc ça c'est ma ferme, ici dans le canton de Neuchâtel, où on avait l'écoulement d'eau, si on veut bien, qui était souterraine. Les premiers aménagements réalisés donc, ont permis de conserver l'eau sur le terrain, de manière à irriguer les cultures, de manière à créer des nouveaux biotopes pour des nouveaux organismes, puisque l'idée c'est de générer plus de fonctions, c'est-à-dire qu'un organisme dans un agrosystème, en général, remplit plusieurs fonctions et que les fonctions sont remplies par plusieurs organismes. Et c'est uniquement ainsi qu'on arrive à avoir des agrosystèmes qui sont performants, mais qui sont aussi résilients. Et donc, on peut produire des plantes par génie génétique qui vont être résistantes ou plus tolérantes à la sécheresse. La question est plutôt de comprendre comment est-ce qu'on peut conserver l'eau dans les sols, mais aussi au travers des aménagements, on sera beaucoup plus efficace. Donc, ça c'est ce que je viens de raconter. La voie à suivre est véritablement de diversifier les milieux, diversifier les espèces, diversifier les cultures et les structures au sein des agrosystèmes, pour intégrer l'écologie dans les systèmes de production plutôt que de les séparer. Et puis ça, malheureusement, j'ai l'impression que le génie génétique ne va pas spécialement aider dans cette direction, bien au contraire, va pousser le système dans ses retranchements et va pousser l'agriculture à être encore plus intensive et industrielle. Donc, pour finir, c'est à nous de choisir, je dirais, entre une chaîne alimentaire industrielle où on a peu à dire, où on a peu de produits, et puis un réseau alimentaire paysan qui est diversifié, tant en culture qu'en humanité, je dirais. Voilà, je vous remercie pour l'attention.